Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Je m'appelle Marie-Agnès et je suis très heureuse de vous retrouver cet après-midi en présence d'un expert qui va nous parler de la fiscalité au Canada. Aujourd'hui, je reçois Madoche. Bonsoir Madoche. Bonsoir Marie-Agnès. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi-même? Je vais très bien, merci beaucoup et merci d'avoir accepté l'invitation de cet après-midi pour éclairer la lanterne de beaucoup de nos abonnés qui sont nouveaux au Canada et qui ne sont pas familiers avec le système de fiscalité au Canada. Alors, Madoche, je vais te laisser dans un premier temps te présenter et je vais te poser des questions concernant les impôts ou la fiscalité au Canada. Qui est Madoche? Je suis un spécialiste en matière de fiscalité et de taxes. Je suis le promoteur d'une société spécialisée dans les taxes et la comptabilité qui s'appelle Precision Tax. Donc, on peut nous retrouver sur www.precisiontax.ca. Et dans cette compagnie, nous faisons de l'audit, nous faisons la déclaration des impôts personnels et entreprises. Nous faisons également de la comptabilité, c'est-à-dire le bookkeeping. Donc, c'est un peu ça le background en matière de fiscalité. Et c'est ça que je voudrais présenter par rapport à ce que nous allons discuter aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de ce soir. Comme je le disais tantôt, lorsqu'on arrive au Canada, ça peut paraître assez intimidant. Lorsque on doit faire sa toute première déclaration des impôts. Donc aujourd'hui, nous allons démystifier le système de la fiscalité ici au Canada, ou bien le système fiscal canadien, et nous allons essayer de répondre à certaines questions que pourraient se poser beaucoup d'entre nous qui arrivons ici et qui ne sont pas familiers avec la fiscalité. Alors, lorsqu'on arrive au Canada, et qu'on voudrait faire sa déclaration d'impôt, de quoi a-t-on besoin? Un nouvel arrivant qui arrive, de quoi est-ce qu'il a besoin? Bon, en fait, lorsque vous êtes nouvellement, lorsque vous arrivez nouvellement au Canada et que vous devez faire une déclaration d'impôt, si vous avez travaillé et gagné un revenu, vous avez besoin de votre relevé T4. OK, le T4. Le T4, si vous avez eu d'autres revenus, puisqu'il y a plusieurs relevés, vous pouvez avoir le relevé T4 et ça peut être un relevé T4A si vous avez reçu des revenus en dehors d'un revenu de l'emploi. Il s'agit là des premiers documents dont vous avez besoin pour faire une déclaration d'impôt. Mais déjà, en tant que nouvel arrivant, vous devez avoir un numéro d'assurance sociale. OK. C'est ce numéro-là qui permet de vous identifier au niveau de Revenu Canada. Et c'est ce numéro qui permet également de pouvoir déclarer vos impôts. Parce que si vous n'avez pas un numéro d'identification, un numéro de sécurité sociale, vous ne pouvez pas faire une déclaration d'impôt. Alors, et je reviens donc, admettant que vous avez déjà votre numéro d'identification de sécurité sociale et vous avez gagné un revenu, votre employeur va vous donner votre relevé T4. Et c'est avec ce relevé T4 que vous allez rencontrer quelqu'un qui s'y connaît dans la matière pour pouvoir vous aider pour votre déclaration d'impôt. Donc, si je comprends bien, lorsqu'on arrive au Canada et qu'on voudrait faire sa première déclaration d'impôt, on a absolument besoin de son numéro d'assurance sociale et de son T4 qui est remis par l'employeur. Si on a travaillé ici au Canada. Tout à fait. Lorsque on arrive au Canada, qui doit déclarer les impôts? Est-ce que tout nouvel arrivant doit déclarer les impôts? Est-ce que c'est juste des personnes qui ont déjà passé un certain temps ici au Canada? Comment est-ce que je sais si je dois déclarer mes impôts ou pas? Ça, c'est une très belle question. Pour couper court, je dirais que toute personne devrait déclarer ses impôts. Lorsque vous êtes déjà résident canadien, et résident canadien en matière de taxes, il s'agit là des personnes qui résident sur le territoire canadien.
Donc, ça veut dire que vous n'avez forcément pas besoin d'avoir une carte de résidence permanente. Vous pouvez être étudiant, vous pouvez être travailleur temporaire. Mais une fois que vous résidez sur le territoire canadien, vous êtes résident canadien en matière d'impôt. Alors, vous résident fiscal. Résident fiscal. Et par conséquent, vous êtes tenu de faire votre déclaration d'impôt en fin d'année. Alors, je sais qu'il y a parfois une confusion en ce qui concerne, bon, je n'ai pas gagné de revenus, ou alors mon revenu que j'ai gagné était très faible, $1000, $2000. Est-ce que je suis toujours tenu de déclarer, de faire une déclaration d'impôt? La réponse, c'est oui. Et pourquoi? Justement, parce que la déclaration d'impôt, numéro 1, ça permet que vous soyez déjà identifié au niveau de Revenu Canada. Et cette déclaration d'impôt également que vous faites vous permet d'être éligible pour certains bénéfices, prestations, merci pour le terme, tels que nous avons la GST. Right? La GST, c'est le General Sales Tax. En français facile, c'est l'équivalent de la TVA. De la taxe de vente. La taxe de vente, à titre de remboursement. Ça vous permet également d'être éligible pour les incentives qu'on donne pour le climat. Donc, toute cette prestation-là, vous ne pouvez pas les obtenir si vous n'avez pas fait une déclaration d'impôt. Okay. Donc, il est important de faire votre déclaration d'impôt quand vous êtes lorsque vous résidez sur le sol canadien, que vous ayez gagné un revenu ou pas. Ok, je vais juste ajouter ou bien rebondir sur ce que Madoche a dit pour vraiment mettre l'accent et appeler les nouveaux arrivants à aller faire leur déclaration d'impôt. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive, parfois on n'a pas assez de moyens, on a des moyens très limités et on voudrait avoir accès à certaines prestations, à certains services gouvernementaux qui, ma foi, donnent certains avantages aux nouveaux arrivants. Et pour prouver son revenu bas, il faudrait un papier administratif, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui prouve que voilà exactement ce que vous avez comme revenu. Et il n'y a que la déclaration d'impôt. Voilà. Parce que, quelque chose que je voudrais préciser, lorsque vous faites votre déclaration d'impôt, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez au gouvernement un formulaire qu'on appelle T1. Donc, vous envoyez un formulaire T1 au gouvernement dans lequel vous avez rempli votre revenu et tout un certain nombre de choses qui se rapportent à votre situation fiscale. Et en retour, lorsque le gouvernement reçoit ce formulaire T1, elle va évaluer votre déclaration d'impôt et puis en retour, elle va vous émettre ce qu'on appelle une note d'évaluation. On appelle ça Notice of Assessment. Donc, c'est cette Notice of Assessment qui permet de confirmer que j'ai fait une déclaration d'impôt. Okay. Donc, ça permet de confirmer que le gouvernement a reçu vos impôts, elle a évalué et voici la réponse. Donc, pour vos différentes prestations ou bien pour appliquer, pour faire des demandes d'un certain nombre de choses où on vous demande vos déclarations d'impôt ou alors votre Notice of Assessment, c'est ce document que vous allez fournir pour justifier. Donc, c'est très important, c'est capital de faire ces impôts. Très important. D'accord. On a parlé du T1 ou bien le T1. On a parlé du T4. On a parlé du Notice of Assessment. C'est vrai qu'on est passé rapidement là-dessus. C'est vrai que lorsqu'on a déjà fait un certain temps au Canada, on a déjà eu à voir un T4. Mais pour ceux qui sont nouveaux, je voulais juste qu'on s'arrête un peu pour que tu expliques aux nouveaux arrivants, parce que parfois, on est confus avec tous ces termes. Lorsqu'on arrive, qu'est-ce que le T1? Qu'est-ce que le T4? Qu'est-ce que le T5? Qu'est-ce que le Notice of Assessment? Juste en quelques mots pour pouvoir capter l'attention, surtout de ceux qui arrivent nouvellement. Ok, très bien. Donc, de façon très brève, commençons par le T4. Le T4, c'est le document que votre employeur vous donne. Okay. Dès que à la fin d'année. Le T4 fait un résumé des revenus qui vous ont été payés par votre employeur et des impôts que votre employeur a retenus sur votre salaire. Okay. Donc, on résume tout ça dans un formulaire qu'on appelle le T4 et puis l'employeur vous le remet. Et c'est ce formulaire T4 que vous utilisez pour faire votre déclaration fiscale, puisqu'elle contient toutes les informations dont vous avez besoin. Ce que vous avez fait comme revenu cette année avec cet employeur,
ce que cet employeur a retenu en matière d'impôts et taxes, ce que cet employeur a retenu en matière de EI, l'assurance emploi, l'assurance emploi, ce que cet employeur a retenu en matière de contribution au fonds de pension. Donc, c'est ça le T4. Maintenant, on parle de T5. Le T5, vous ne pouvez l'avoir que si vous avez eu des revenus d'intérêt. C'est-à-dire quoi? Si vous avez un compte bancaire, vous avez un compte d'épargne dans une banque et que ce compte d'épargne génère des intérêts, à la fin d'année, la banque va vous émettre un formulaire T5. On parlait d'autre chose, le T1. Le T1, en fait, c'est la somme des feuillets qui vous permet de faire votre déclaration fiscale. En fait, le T1, pour mettre ça simple, le T1, c'est ce que vous envoyez au gouvernement. OK. Donc, vous remplissez le T1 et le T1, il a beaucoup de feuillets. Il a beaucoup de feuillets. Il a, par exemple, je vais citer quelques-uns, il a le feuillet, le formulaire T776, par exemple, si vous avez des revenus de location. Il a le formulaire T2125, si vous avez des revenus en tant que travailleur indépendant. Ouais, il a tous les formulaires dont vous avez besoin pour faire votre déclaration d'impôt. Et alors, lorsque vous faites votre déclaration d'impôt, vous remplissez seulement les formulaires qui se rapportent à votre situation. Et c'est ça que vous envoyez au gouvernement. Ça, c'est le T1. Alors, lorsque le gouvernement reçoit votre formulaire T1, elle vous retourne un document qui s'appelle Notice of Assessment. Ou alors, on peut appeler ça en français facile comment? Note d'évaluation. C'est comme si on avait évalué vos impôts et puis on vous retourne maintenant la copie. Voilà. Donc c'est ça le Notice of Assessment. Donc, vous envoyez le T1 au gouvernement et le gouvernement vous retourne le Notice of Assessment. Ouais. Donc, il y avait un autre formulaire dont vous avez parlé. C'est vrai j'ai demandé le T1, le T4, le T5, tu as expliqué. Tu as expliqué. Oui, donc pour un nouvel arrivant, voilà les formulaires auxquels il pourra être confronté dès le début. D'accord. Et d'autres formulaires, il y a par exemple le T4A, qui est aussi un formulaire très vulgaire. Et le T4A, vous allez le recevoir si vous avez, dépendamment de la nature du revenu, je prends un exemple, si vous avez reçu des prestations gouvernementales, par exemple, si vous avez reçu l'assurance emploi, le gouvernement vous émet à la fin d'année un T4A. Okay. D'accord. La question que beaucoup se posent lorsqu'ils arrivent nouvellement au Canada, est-ce que je dois réclamer ou bien déclarer les revenus que j'ai faits en dehors du Canada? Par exemple, pour ceux qui arrivent en milieu d'année, donc vous arrivez, disons, là maintenant on fait les impôts de l'année 2024, je suis arrivé au Canada, disons, en juin. De janvier 2024 à juin 2024, j'étais peut-être au Maroc où je travaillais ou en France. J'arrive au Canada, j'immigre en juin et je travaille, disons, du mois d'août en fin d'année. Qu'est-ce que je déclare? Quel revenu est-ce que je dois déclarer? Est-ce que je dois simplement déclarer mes revenus d'août à décembre? Est-ce que je dois déclarer tous mes revenus, y compris ceux que j'ai eus en dehors du Canada? Et j'ai besoin de quoi même pour prouver ces revenus? Est-ce que c'est juste sur la base d'une déclaration sur l'honneur? J'ai besoin de quoi? Comment est-ce que je m'y prends? OK, très bien. Donc, lorsque vous arrivez nouvellement au Canada et que vous faites votre première déclaration, j'insiste sur le mot première déclaration, vous êtes tenu de déclarer ce qu'on appelle le world income, ou alors, si on peut appeler ça en français, votre revenu mondial. Il s'agit là du revenu que vous avez gagné avant d'arriver au Canada. Mais la déclaration de ce revenu n'est pas taxable dans la mesure où il permet à Revenu Canada de faire un calcul vraiment précis de vos prestations. D'accord. En plus de ce world income, que vous le déclarez sur une colonne qui est vraiment différente du revenu que vous avez gagné en tant que résident. Parce qu'il faut le préciser, vous êtes tenu de payer les impôts de payer les impôts au gouvernement canadien lorsque vous devenez résident canadien. Résident fiscal. Résident fiscal. Okay. C'est-à-dire lorsque vous vivez sur le territoire, vous gagnez un revenu, vous êtes résident fiscal, alors vous êtes tenu
de déclarer les impôts et de les payer, les impôts sur le revenu dont vous avez gagné. OK. Cependant, lorsque vous arrivez nouvellement au Canada, le gouvernement aussi veut savoir qu'est-ce que vous avez fait comme revenu avant d'arriver au Canada. Puisque l'année fiscale va de janvier à décembre sur 12 mois, donc ça permet au gouvernement de faire un calcul vraiment précis des prestations auxquelles vous pouvez être éligible. Mais là, est-ce qu'il vous demande un document particulier? Peut-être pour ceux qui s'apprêtent à immigrer au Canada, est-ce qu'ils doivent apporter, je ne sais pas, leur fiche de paie, quelque chose qui prouve que voici effectivement ce que j'ai gagné, ou alors on se fie juste sur votre déclaration? Jusqu'à présent, c'est juste une déclaration sur l'honneur. Okay. Et le gouvernement va se fier à ce que vous avez dit. Vous D'accord. n'avez pas besoin de prouver pour le moment. Avec des documents à l'appui. Correct. OK. Une autre question que j'ai à l'endroit des nouveaux arrivants. On sait que lorsqu'on est nouveau ici au Canada, on se cherche. On arrive, beaucoup de francophones n'arrivent pas au Québec et peut-être pour des raisons de boulot, pour des raisons peut-être personnelles, décident de migrer vers une autre province. Qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne les impôts? Parce que je sais qu'au Québec, ils ont un système de taxation différent. Ils ont même Revenu Québec. Ils doivent soumettre une déclaration à Revenu Québec et à CRA, qui est l'Agence du revenu du Canada. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe si j'arrive au Canada, au Québec, disons, en mars, après, je me décide de déménager en Alberta en juin, et que je veux maintenant soumettre ma déclaration d'impôt, disons maintenant, puisque j'ai jusqu'à la fin du mois d'avril, c'est ça, pour soumettre mes déclarations. Je m'y prends comment? J'adresse la déclaration à qui? Dans ce cas, votre déclaration, votre résidence sera là où vous résidiez au 31 décembre. D'accord, OK. Donc, dans ce cas, si vous avez déménagé pour le Québec, vous vous retrouvez en Alberta, et qu'au 31 décembre, vous étiez en Alberta, ce sera ça votre province de déclaration. De déclaration, OK. Ouais. Merci beaucoup pour la précision parce que je sais que beaucoup migrent. Oui, beaucoup migrent. Tant à l'intérieur du Canada et très souvent on peut être confus. Je fais Tout comment? C'est très confus. Est-ce que je déclare au Québec? Parce que là, il faut une autre déclaration au Québec. Est-ce que je déclare directement ici, j'envoie à CRA? Oui, je comprends. Ouais. Là, vous le déclarez ici. Et puis vous mettez, puisque lorsque vous faites la déclaration, si vous lisez le formulaire T1, on vous pose une question tout au début. Où résidiez-vous au 31 décembre? Bon, si on prend le cas d'espèce. 2024. 2024. D'accord. Et là, vous allez répondre à cette question et c'est ça qui va permettre de déterminer la suite. OK. Bon, maintenant, là, je crois que c'est la partie la plus excitante. Tout le monde sera concerné par cette partie-là. Comment je fais pour payer le moins d'impôts possible? C'est vrai qu'on devrait payer les impôts, mais comment je fais pour optimiser mes impôts? Comment je fais pour maximiser mon retour d'impôt? Alors, toi, l'expert, qu'est-ce que tu nous conseilles? En fait, pour maximiser ou alors payer le moins d'impôts possible, la loi, c'est la loi. Et il est difficile de contourner la loi. Mais cependant, la loi a également mis en place des mécanismes qui permettent aux citoyens de pouvoir réduire la charge fiscale. Non, réduire n'est pas le bon mot, mais qui permet de déférer certains impôts. C'est-à-dire qu'au lieu de payer l'impôt maintenant, vous allez le payer plus tard. Je vais prendre un exemple. Au Canada, le gouvernement a un compte qui s'appelle le REER. Lorsque vous contribuez au REER, cela permet de différer vos impôts. Je vais prendre un exemple simple. Supposons qu'en 2024, vous avez un revenu de 20 000. D'accord. En fait, votre revenu taxable est de 20 000. Mais si les 20 000, vous avez fait une contribution de 5 000 dans votre REER, vous n'êtes plus taxable sur 20 000, mais vous êtes désormais taxable sur 20 000 moins 5 000, qui est 15 000. D'accord. Alors, étant donné que vous étiez salarié, au courant de l'année, vous avez payé vos impôts sur la totalité des revenus que vous avez gagnés, c'est-à-dire 20 000. Mais parce que vous avez contribué 5 000 dans le REER, on va calculer les impôts que vous avez payés sur les 5 000, qu'on va vous le retourner,
mais il sera déféré dans la mesure où, plus tard maintenant, lorsque vous allez faire le retrait dans votre REER, c'est en ce moment que vous allez payer l'impôt. Donc ça c'est l'un des mécanismes pour essayer de maximiser votre impôt. Et également, ce que je voudrais préciser, c'est que lorsque vous êtes salarié, de par l'expérience que j'ai, vous avez très peu de marge de manœuvre en ce qui concerne vos impôts. L'optimisation, puisque votre impôt est presque connu à l'avance. Vous avez votre formulaire T4 que votre employeur vous donne et vous êtes tenu de déclarer toutes les informations qui sont sur le formulaire T4. Exactement. Tout, sans rien laisser. Si vous oubliez un box, le gouvernement va vous écrire pour vous dire que, bon, écoutez, il y a quelque chose que vous avez oublié. Donc, vous êtes tenu de remplir les informations telles qu'elles sont présentées sur le formulaire T4. D'accord. Et honnêtement, en tant que salarié, le REER, jusqu'à présent, c'est l'un des meilleurs mécanismes pour pouvoir réduire vos impôts pour l'instant et déférer cette charge fiscale à plus tard. Et peut-être on pourra entrer dans les mécanismes de comment fonctionne le REER. Et là, je pourrais expliquer exactement comment est-ce que cette charge, ces impôts sont différés et quels peuvent être les bénéfices de cela. Dans la deuxième partie, pour ceux qui nous regardent, on aura une deuxième partie où il va expliquer déjà, ce que c'est que le REER, pourquoi est-ce qu'il recommande d'utiliser le REER et les mécanismes, comment est-ce que ça fonctionne. Donc, tu as parlé du REER. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, lorsque vous êtes salarié, de par mon expérience, c'est l'un des... En fait, pour maximiser votre impôt, c'est le REER. Si vous êtes travailleur indépendant, bon, c'est différent parce que vous avez un revenu que vous gagnez de par votre propre activité. Et vous avez également la possibilité de déduire toutes les charges qui ont contribué à vous gagner ce revenu. Je prends un exemple. Si vous êtes travailleur indépendant, le formulaire que vous remplissez pour votre impôt, c'est le formulaire T2125, qui est un formulaire compris dans le formulaire T1 général. T1 général. Donc, vous remplissez le formulaire T2125. Et dans ce formulaire, il est très clair de toutes les dépenses que vous avez supportées pour gagner un revenu. Ce sont ces dépenses que vous allez réclamer. Je prends un exemple. Si vous avez une voiture, vous avez payé des carburants, vous allez réclamer le carburant. Si vous avez utilisé une partie de votre maison pour faire votre travail, vous allez faire une réclamation d'une partie du loyer, de factures d'électricité, de gaz, de téléphone, Internet. Et en tant que travailleur indépendant également, tous les repas que vous mangez dans le cadre de votre activité, 50% de ces repas sont déductibles. Si vous utilisez les voyages sont déductibles. Si vous utilisez votre voiture, en plus du carburant, il y a ce qu'on appelle l'amortissement, la dépréciation de votre voiture parce que vous la conduisez. Donc, vous avez le droit de réclamer la dépréciation de votre voiture également. Elle est déductible, du moins en partie. Et il y a des mécanismes pour calculer. Lorsque je dis en partie, ça veut dire qu'il y a des calculs qui doivent être faits pour pouvoir... De manière précise. De manière précise, justement, pour pouvoir déterminer le taux d'utilisation de votre véhicule à titre personnel et le taux d'utilisation de votre véhicule à titre business. Donc, c'est pour ça qu'il est important, lorsque vous êtes déjà dans une situation où vous êtes un travailleur indépendant, de rencontrer un spécialiste pour pouvoir vous aider à vos impôts. Qui va bien vous conseiller. Tout à fait. D'accord. C'est vrai que j'ai fait une vidéo sommaire et j'annonçais justement que tu allais venir. Bon, mes connaissances sont limitées, hein, pardonnez-moi. Je ne suis pas experte dans la fiscalité. On a notre expert aujourd'hui où je disais que justement il y avait les comptes enregistrés qui permettaient de réduire sa charge fiscale, déférer ses impôts. J'avais parlé aussi des REER, j'ai parlé du First Home Savings Account. Pour ceux qui... Bon, c'est vrai que les nouveaux arrivants ne sont pas toujours... Bon, pas tous, hein, parce qu'il y en a qui ont un pouvoir d'achat assez important. Il ne faut pas sous-estimer tous les nouveaux arrivants qui peut aussi aider à réduire la charge fiscale. Et j'ai aussi évoqué les crédits d'impôt. Donc, certains éléments
qui peuvent être déductibles et qui permettront d'optimiser son retour d'impôt. Dans la vidéo, j'ai évoqué les choses comme les garderies, les frais médicaux non couverts par l'assurance. Corrige-moi si je me trompe. Bon, revenons par la garderie. C'est vrai, la garderie, c'est quelque chose que j'ai oublié. Mais la garderie est déductible d'impôt. C'est-à-dire que si vous avez un enfant qui va à la garderie et que vous payez des frais de garderie, lorsque vous faites vos impôts, vous allez réclamer ces frais. Elle va certainement réduire vos impôts. Le First Home Saving Account, c'est un produit nouveau. Le CELIAP en français, oui. Voilà, oui, justement. C'est un produit nouveau qui est apparu, je crois, il doit avoir moins de 2 ans, ou 2 ans ou plus. Nous sommes en 2025. Nous sommes peut-être à la 3e année de ce produit. Donc, c'est un produit qui a été mis en place par le gouvernement pour permettre aux citoyens, pour faciliter l'accès à l'immobilier pour les citoyens. Et lorsque vous contribuez dans ce compte-là, effectivement, il est également déductible d'impôt. Il fonctionne presque comme le REER, parce que le REER également a un volet qui s'appelle First Time Home Buyer, dans lequel vous pouvez utiliser votre REER, une partie de votre REER pour l'achat de votre première maison en franchise d'impôt, qui est exactement ce que le First Home Saving Account fait. D'accord. Et les frais médicaux, oui, les frais médicaux sont déductibles à un certain pourcentage de votre revenu. Il faudrait atteindre un certain plancher, un certain seuil justement pour pouvoir voir l'effet des frais médicaux sur vos impôts. Et par expérience, il faudrait que ce montant soit important. Si vous avez dépensé, je prends un exemple, 50 ou 100 $ ou 200 $ au cours de l'année pour des prescriptions médicales, il est difficile de... vous pouvez le mettre dans votre impôt, mais vous n'allez pas voir... Non, mais on peut les accumuler. Maximum 2 ans. Oh, maximum 2 ans, sinon oui. on ne peut plus réclamer. Oui, tout à fait. D'accord, c'est bon à savoir. Merci beaucoup. Autre chose aussi, les dons. Les dons, merci. Oui. Les dons aux partis, bon, type de dons, les dons aux charités, aux organismes de bienfaisance, elles sont déductibles d'impôt, merci. Les dons aux partis politiques fédéral ou provincial, oui, elles sont déductibles d'impôt. Est-ce que maintenant, bon là je m'adresse à tout le monde et pas seulement aux nouveaux arrivants, si par exemple on est dans une maison et que j'ai un conjoint qui gagne, disons, 4 fois plus que moi, est-ce qu'il ne peut pas utiliser mon faible revenu pour maximiser ses impôts somehow? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite astuce que je peux exploiter de ce côté-là? Non. Si vous êtes... Non. Une fois que vous êtes marié et que vous faites votre déclaration d'impôt de façon commune, là, on parle de revenu familial. D'accord, OK. Et la somme de vos revenus, c'est ce que le gouvernement utilise pour pouvoir calculer les impôts pour votre famille. OK. Lorsque vous avez un revenu élevé, l'un des mécanismes, ce sont des choses qu'on vient de discuter. C'est-à-dire que si le revenu du mari ou de l'un des conjoints est très élevé, le conseil qu'on peut lui donner, c'est de maximiser les contributions au REER. Elles sont d'un bénéfice, d'une importance significative. Elles font vraiment de la différence. Lorsque le revenu est significatif. Lorsque le revenu est significatif, on pourra en parler davantage lorsqu'on va parler du REER. Mais elle fait une différence significative en matière d'impôt. OK. Mais s'il a un revenu vraiment élevé et que, pour maximiser, il y a aussi des plafonds que lui peut contribuer dans son truc, mais il peut utiliser mon espace. Parlant du REER. Du REER. Bon, il y a un plafond, le REER a des limites. Et ce qui est intéressant sur le REER, c'est que la limite que vous avez cette année, si vous ne l'utilisez pas, elle est carry-over. Elle est transférable à l'année d'après. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le spousal RSP ou bien un REER pour les épouses. Et tel qu'il fonctionne, le mari, c'est-à-dire on ouvre un spouse RSP pour la femme, par exemple. Le mari peut contribuer dans votre REER, mais il faut que ce soit un spouse RSP. D'accord. Parce que vous, et également, la femme, peut avoir un REER. Mais il y a également
je vais faire la distinction entre le réel et le spousal RSP. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça en français, je vais rechercher ça tout à l'heure. D'accord. Alors, dans ce cas, le mari peut contribuer à ce spousal RSP-là, et puis il aura les bénéfices, les crédits d'impôt. D'accord. Et généralement, il exploite cette voie lorsque sa limite est déjà atteinte. Voilà. OK. Maintenant, pour faire la transition, puisque je parlais de maximiser, je parlais d'optimiser son retour d'impôt. Maintenant, communément, ou bien par abus, on dit souvent, voilà, je suis taxé à 50%, 42%. Et ce que j'aimerais que tu expliques, c'est la progressivité du système fiscal canadien. Parce que je sais que beaucoup d'entre nous, nous commettons souvent cette erreur-là, où nous avons souvent l'impression que notre taux d'imposition s'applique sur tout notre salaire. Pourtant, ce n'est pas le cas, c'est plus complexe que ça, en fait. Qu'est-ce que la progressivité du système canadien? On se dit souvent que le système canadien, la fiscalité est progressive. Est-ce que tu peux expliquer en 2-3 mots ce que c'est que la progressivité et comment est-ce que ça fonctionne? Oui, très rapidement. Alors, la progressivité du système fiscal, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste tout simplement que vous payez les taxes sur des tranches de salaire. OK. C'est tout ce que ça veut dire. Je vais prendre un exemple illustré. Si vous avez un revenu de 50 000 par exemple, les 50 000 sont taxés par tranche. OK. Donc vous avez une première tranche avec un taux d'imposition spécifique. Je prends un exemple de 0 à 20 000, ça c'est son taux d'imposition. De 21 000 à 30 000, ça c'est son taux d'imposition. Et de 30 000 à 50 000. Et la taxe, votre taxe, à la fin, est la somme des différentes tranches de taxes. OK. C'est ça qui fait le montant de la taxe que vous devez payer au gouvernement. C'est ça la progressivité. Donc, je comprends que parfois ça peut être un peu confus, dans la mesure où quelqu'un peut vous dire, bon, je suis taxé à 40%. Ça ne veut pas dire que si vous faites 100 000, on fait 100 000 fois 40%, ça donne 40 000. Non, on utilise le système de progressivité pour calculer exactement le montant de l'impôt. Ouais. Et puis, ceux qui veulent savoir exactement où est-ce qu'ils se situent, ils peuvent consulter le site de l'Agence du revenu du Canada. Ils ont des tableaux. Ils ont des tableaux. Et selon le revenu de chacun, vous sauriez à peu près où est-ce que vous vous situez. Il y a aussi une autre particularité ici au Canada, c'est que nous avons des provinces, nous avons des territoires. C'est vrai qu'on paye les impôts. Dans certaines provinces, on paye les impôts fédéraux et les impôts provinciaux. Comment est-ce que ça se passe en fait, en réalité? À la fin, lorsque vous déclarez vos impôts, il y a une partie, du moins, mettons ça simple, les impôts que vous payez, que vous voyez sur votre T4, sur votre T4, c'est l'impôt provincial et fédéral. Lorsque vous faites la déclaration de l'impôt, il y a une division qui se fait et on calcule la partie qui va aller à la province dans laquelle vous êtes résident et une partie qui va aller au fédéral. Et elle est automatiquement remise aux différentes institutions. Donc, pour faire court, vous payez, tout le monde paye deux types d'impôts, un impôt provincial et un impôt fédéral. Je parle juste sur la base du fait que bon, il y a une certaine indépendance des provinces et elles ont besoin de revenus également pour mener leur mission. Pour faire sa déclaration d'impôt, est-ce qu'on a besoin des outils particuliers? Et s'il y a un outil que tu conseilles aux nouveaux arrivants et à ceux qui sont là? Parce que c'est la saison des impôts. Lorsqu'on se balade un peu partout, on voit des produits dans les magasins. Est-ce qu'il y a des outils particuliers ou il y a quelque chose que toi tu recommandes en particulier? Bon, si vous vous y connaissez un peu en matière d'impôts, il y a plusieurs logiciels qui sont disponibles sur Internet. Je ne veux pas citer le nom. Que vous pouvez utiliser pour faire votre déclaration. Et ces logiciels sont conçus et approuvés par le gouvernement. Donc, si vous vous y connaissez un peu, vous pouvez les utiliser et vous faites votre propre déclaration. Et si vos impôts ne sont pas complexes, parce que si parfois, on peut avoir des impôts vraiment compliqués. Tout à fait. Et la précision que je voudrais faire, c'est que, bon, ça, elle est valable pour tout le monde, pas seulement pour les nouveaux arrivants. Lorsque vous êtes seulement salarié, vous avez votre feuillet T4, il est facile, vous pouvez faire votre impôt personnellement.
Mais lorsque dans votre situation est déjà complexe, vous êtes entrepreneur indépendant, en plus du fait que vous êtes salarié, ou bien vous avez fait des réclamations, vous vous êtes peut-être déplacé au courant de l'année pour aller pour un travail et que vous faites des réclamations pour d'autres dépenses, des frais de déplacement, ou bien votre travail vous oblige à utiliser votre voiture et votre maison pour travailler, vous êtes déjà dans une situation d'impôt assez complexe. D'accord. Je comprends très bien que vous pouvez toujours le faire de vous-même, mais la probabilité pour que vous faites des erreurs, elle est très grande. OK. Il est important, lorsque vous vous trouvez déjà dans une situation avec plusieurs paramètres se rapportant à votre situation fiscale, rencontrer un spécialiste, il sera beaucoup nettement plus bénéfique pour vous. OK. Est-ce que lorsqu'on a fait une erreur et que c'est le gouvernement qui nous doit, est-ce qu'il nous rappelle de venir chercher notre dû? Est-ce que toi, tu as déjà rencontré Oui, des en fait, cas d'espèce? Parce que je sais que si Harry t'envoie la lettre quand tu dois, tu leur dois, mais est-ce que... Non, en fait, le gouvernement est généralement très juste dans sa façon d'évaluer votre impôt. OK. Et j'en ai vu à plusieurs reprises, si vous faites une erreur et que le gouvernement se rend compte de l'erreur, elle va, parfois, dépendamment du type d'erreur, elle peut corriger et puis elle vous informe. Mais c'est aussi sur la base de ce que vous leur avez fourni comme information. Si tu ne sais même pas que voilà ce que je dois me mettre dans ma déclaration, ce n'est pas eux qui vont venir te dire. Non, dans ce cas-là, non. Voilà. Dans ce cas, c'est pour ça qu'il est important de rencontrer des spécialistes qui font dans la fiscalité, Voilà. qui ont une bonne connaissance en matière de fiscalité et qui pourront faire des réclamations auxquelles vous avez droit dans vos impôts. Et ce qui est important, c'est que si vous faites votre impôt de vous-même et il y a des choses que vous manquez, vous pouvez toujours faire il y a des demandes de redressement qui peuvent toujours être faites et envoyées au gouvernement pour corriger des manquements que vous avez faits ou bien faire des réclamations supplémentaires en cas d'omission. Et il y a des délais pour ça? Non, pour ça, il n'y a pas de délai. Une demande de redressement peut être envoyée à tout moment. Dans les deux sens? Dans les deux sens. OK. Elle peut être envoyée à tout moment. Tout moment. Vous pouvez l'envoyer. OK. En ce qui concerne les délais, quel est le délai pour la déclaration des impôts individuels? Le délai, il est de la fin du mois d'avril. Donc, tous les nouveaux arrivants, tous ceux qui n'ont pas encore soumis leur déclaration d'impôt, on a jusqu'au 30 avril. On a jusqu'au 30 avril pour pouvoir faire votre déclaration. Et il est fortement recommandé de le faire dans les délais. Sinon, on s'expose à quoi? Vous vous exposez aux pénalités. D'accord, qui sont de... Les pénalités, maintenant, ça dépend. Si à la fin de votre déclaration, vous devez de l'argent au gouvernement, vous payez deux choses. OK. Une pénalité de retard, des intérêts sur le montant que vous devez calculer à partir du jour du délai. OK. Donc, ça veut dire quoi? Si vous faites votre déclaration en juin, par exemple, et que vous devez de l'argent, non seulement vous payez des pénalités de retard, mais vous allez également payer des intérêts calculés à partir du 1er mai. Wow. Et ces intérêts sont parfois importants, dépendamment du montant que vous devez. Donc, vous n'avez aucun intérêt de faire votre déclaration après les délais. Je pense que le gouvernement a donné assez de temps et juste, il faut le faire. OK. Ben, je te remercie grandement, Madoche, d'être venu expliquer en quelques mots comment fonctionne le système des impôts au Canada, balayer les idées préconçues qu'on avait en ce qui concerne la fiscalité ici au Canada. S'il y a des personnes ici à Edmonton ou ailleurs qui aimeraient se faire accompagner, contactez-nous et nous ferons le plaisir de vous mettre en contact avec Madoche qui va vous aider à soumettre votre déclaration d'impôt. Est-ce que tu as un conseil à donner à tous les nouveaux arrivants, à tous ceux qui nous regardent en ce qui concerne les impôts et la fiscalité de manière générale au Canada? Il est un peu difficile de pouvoir donner. Il y a beaucoup de conseils à donner et généralement les conseils sont vraiment spécialisés en fonction de votre situation fiscale. Donc, tout ce que je peux demander, si vous avez des questions, notre site internet il est disponible. Je vais l'afficher, je vais l'épingler. Ouais. www.precisiontax.ca. Et dans le site, il y a un onglet qui vous permet de prendre un rendez-vous gratuit. Et ça vous mettra en contact avec l'un de nos spécialistes qui pourra vous aider gratuitement pendant une plage de temps de 30 minutes. D'accord. Répondre à toutes vos questions
Et si elle est plus complexe, et puis c'est là qu'on pourra penser à une prise en charge. Merci. Mais je dirais que la fiscalité, vraiment, il y a des choses qu'il ne faut pas essayer à la maison, comme on dit. Si vous doutez de quelque chose, rapprochez-vous d'un spécialiste et puis vous seriez mieux accompagné que d'essayer de le faire de vous-même et payer un gros prix plus tard. D'accord. Merci beaucoup, Madoche. C'est la fin de notre capsule et je vous retrouve à la deuxième partie. Merci. Merci.